bonjour à toutes et à tous. Merci. C'est toujours un peu gênant de conclure quelque chose auquel on a assisté que très partiellement. J'ai entendu la fin de la dernière table ronde et l'intervention de Stéphanie Combe. Et du coup, mais j'avais lu vos travaux, notamment la note sur l'enjeu des données. Et du coup, je voudrais à la fois prendre un peu de recul tout en n'étant pas totalement en situation de le faire vu l'actualité épidémique qui reste très forte. La question enfin, que vous avez posée collectivement, c'est l'enjeu des données dans la lutte contre l'épidémie. Je voudrais d'abord dire un premier point pour qualifier cette épidémie, cette crise. Elle a deux particularités, cette crise, qui font se poser la question de la donnée, je pense, très différemment de ce qu'on a connu jusqu'à présent. C'est d'abord une épidémie de l'incertitude et c'est une épidémie, une crise de la durée. Ces deux caractéristiques qu'on connaît assez peu, qu'on n'avait jamais connues à cette ampleur-là, par beaucoup d'aspects. On a des éléments qu'on avait documentés sur même avec de l'incertitude, même avec des erreurs, même avec des échecs, je pense sur les grippes aviaires, sur des pandémies mondiales qui avaient touché d'autres pays avant. Là, on est dans une épidémie de l'incertitude, doublée avec cette durée, qui fait que, d'un point de vue un peu paradoxal, on a été en manque violent de données, mais la donnée, et Stéphanie Combe l'a très bien montré, qu'on a progressivement chalutée puis structurée, elle a été, je vais essayer de le montrer, décisive pour l'organisation de la deuxième vague et du système de santé dans cette deuxième vague. Et puis surtout, mais là je m'adresse plus à vous qui êtes des spécialistes de ce sujet depuis longtemps, je pense que c'est toute une série d'actifs qu'il va falloir déployer et auxquels il va falloir faire déployer de la valeur dans les mois et les années qui suivent, parce que certains de ceux qui pouvaient être rétifs, y compris à cette approche du monitoring de la crise par la donnée, se seront, je l'espère, aperçus de la puissance de ces outils. Cette crise, donc, elle a été marquée par beaucoup d'inconnus et par beaucoup de données accumulées, avec un point qui a été signalé là aussi par le Health Data Hub, c'est assez vite avec une approche de données multisourcées, avec cette idée que les grands déterminants de cette épidémie, qui est à la fois un enjeu sanitaire, un enjeu avec évidemment des déterminants socio-économiques extrêmement forts, une grande incertitude sur les lieux et les modes de contamination, assez tôt, et je vais essayer de documenter ces éléments de calendrier, non pas pour faire une espèce de litanie des travaux et des jours de l'ARS, mais pour vous montrer ce que ça a pu être, cette montée en puissance progressive. Assez tôt, on a récupéré et on a essayé de structurer la récupération de très nombreuses données en se disant ça pourra nous servir. Bon, je le dis de manière extrêmement triviale, et je vous prie de m'en excuser, mais effectivement, par exemple, un partenariat avec Orange pour héberger dans notre entrepôt de données au groupement de coopération sanitaire Cézanne les données de téléphonie mobile. Et je mets ça évidemment immédiatement en regard de notre quelquefois difficulté, capacité, n'est-ce pas, à être en mesure d'avoir les ressources humaines, intellectuelles pour aller s'attaquer à ces montagnes de données. Et donc, depuis le début de la crise, on a essayé de monter en puissance extrêmement fort. Avant de venir, en essayant de détailler un tout petit peu, je voudrais prendre un temps là aussi, un pas de côté pour dire qu'est-ce que c'est pour une agence comme l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, qui a connu, comme nos collègues du Grand Est, qui est la seule région avec le Grand Est à avoir connu une vraie première vague hospitalière, quels sont du coup les enjeux? Pour nous, le premier enjeu, évidemment, c'est celui de la confiance dans le dialogue avec les concitoyens. Ça peut paraître un peu con de dire ça comme ça, pardon de le dire ainsi, mais pour ceux qui s'en souviennent, quand la crise du Covid démarre, on a nos premiers malades le 24 janvier à l'hôpital Bichat. Nous, on sort quelques mois avant d'une autre crise qui a été chassée par la précédente, qui était celle des conséquences sanitaires de l'incendie de Notre-Dame. Je
le raconte un instant parce que ça a beaucoup, moi en tout cas, ça a marqué la manière dont j'ai souhaité piloter ce sujet. La cathédrale Notre-Dame brûle le 15 avril 2019. Pour ceux qui sont spécialistes, panache de fumée jaune. Panache de fumée jaune égale plomb. Dans la nuit, dans la cellule de crise interministérielle dans laquelle nous sommes, tous les spécialistes nous disent le plomb à cette température-là, il se transforme en gaz et il ne retombera pas, aucune retombée, aucun risque. Moi, qui ne suis pas scientifique et un tout petit peu plus bas de plafond, je dis on va quand même lancer des prélèvements autour de la cathédrale pour savoir s'il y a des retombées de plomb. Et on lance des prélèvements avec le laboratoire central de la préfecture de police par cercle concentrique autour de la cathédrale et on retrouve du plomb dans l'espace public. Ce plomb dans l'espace public, on n'avait aucun élément pour savoir si c'était grave ou pas, puisqu'il n'y avait aucun référentiel, même international, de savoir à partir de quand c'était grave. Je finis mon histoire de Notre-Dame, je ne veux pas vous ennuyer avec ça, mais ça avait un intérêt, c'est que pendant des jours, on a chaluté de la donnée sur le plomb à Notre-Dame. On avait des tableaux qui s'accentuaient avec des volumes de données extrêmement importants, là encore assez rustiques, et personne ne savait les interpréter. Parce qu'on ne comprenait pas, il y avait beaucoup d'hétérogénéité, puis on ne savait pas dire. Et du coup, pendant des semaines et des semaines, non, des jours et des jours, on a chaluté de la donnée parce qu'on voulait comprendre ce qui se passait et on n'arrivait pas à comprendre. Et il se trouve que Mediapart a eu accès à ces données que nous recoupions progressivement, et ces données sur lesquelles nous avions dit que nous lancions des prélèvements, mais nous n'avions pas communiqué. Et immédiatement, il y a eu un soupçon de dire en fait ils savent et ils ne veulent pas dire. Or, en fait, on avait de la donnée, mais on ne parvenait pas à l'interpréter, ce qui est assez différent. Mais toute la crise, ensuite, on a traîné ça comme un boulet autour de cette suspicion sur le fait que nous masquions ce qui se passait. Donc moi, je rentre dans la crise Covid, pardon d'employer le jeu, avec cette obsession de la confiance et avec cette obsession de la transparence, pour employer le mot qu'on emploie beaucoup, la transparence pouvant consister à dire qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Et je trouve que dans votre papier, c'est assez intéressant de dire que le partage, si je puis dire, démocratique de la donnée et même des impasses qu'on a pour comprendre la donnée est un enjeu majeur. Confiance, ça signifie qu'on doit recueillir de la donnée et on doit arriver à la qualifier. Et cette qualification des éléments qu'on recueille, elle n'est évidemment pas simple du tout, parce qu'on doit sortir les biais, comprendre ce qui se passe. Et vous avez en tête cette épidémie de Covid, elle aura montré à quel point on bataillait pour essayer de stabiliser et de savoir ce qui se passait. On est devenu progressivement assez fiable avec quelques à-coups et désagréments en termes de photographie. Et tout notre enjeu derrière a été de transformer la masse de données que nous récoltions en éléments qui pouvaient être non seulement une analyse rétrospective pour comprendre ce qui se passait, en préparant une deuxième vague, donc c'était utile de savoir, mais aussi de développer, je vais y revenir, des outils prédictifs sur la base de la donnée. Et sur les outils prédictifs, on a eu à la fois des choses qui ont abouti et des choses sur lesquelles on n'est pas parvenu à aller plus loin. Qualifier la donnée et communiquer sur ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. C'est un deuxième point, je pense que c'est un point important à souligner. Chacun a en tête les fonctions classiques dans l'économie politique classique de ce qu'est l'État, notamment combler les failles du marché, réduire l'incertitude. Je pense que cette crise, elle a montré l'importance d'arriver à poser des données et à poser des choses, comment dirais-je, à redonner de la valeur au vrai et au faux. Il y a une très grande relativisation du vrai et du faux. Nous, on a conçu notre rôle aussi comme étant ceux qui devaient contribuer, pas les seuls. Évidemment, Stéphanie Combe a fait référence, Santé publique France, le ministère, etc., mais à communiquer sur ce qui se passait et sur ce qu'on voyait, ce qu'on anticipait avec beaucoup de prudence. Et moi, le nombre de fois où je me suis retrouvé, notamment dans les médias, à devoir répondre, en fait, je ne sais pas, je vous promets que pour le technocrate que je suis, il y a toujours un petit moment de vertige à répondre régulièrement à Jean-Jacques Bourdin, par exemple. En fait, je ne sais pas, mais ce n'est pas parce que je ne sais pas, parce que je n'ai pas préparé, c'est parce qu'on ne sait pas. Et je pense que cette crise, elle nous aura fait progresser aussi là-dessus,
dans cette maturité face à l'incertitude. Et évidemment, après avoir qualifié, il faut qu'on comprenne et qu'on explique. Là aussi, aujourd'hui encore, il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. On n'arrive pas à modéliser le lien, par exemple, entre la dynamique épidémique et les entrées en réanimation. On pensait l'avoir modélisé en première vague. La deuxième vague ne répond pas à cette matrice initiale. Et puis, évidemment, une fois qu'on a compris et expliqué, c'est déployer des politiques actives qui vont nous permettre comme dans une bataille un peu tactique, d'aller là où on pense que le virus va aller et d'identifier là où il va aller. C'est notamment tout ce qu'on a fait, je vais y revenir en essayant d'aller très vite, notamment pour essayer de cribler les endroits où on pensait qu'il y a un risque de reprise épidémique, ce qui va être un des gros chantiers aussi de la phase qui s'ouvre, mais qu'on avait déjà fait au cours du mois de mai et de juin, ce qui nous a conduit, par exemple, à faire en Ile-de-France 400 opérations de tests, ce qu'on a appelé des barnums, pour aller dans des quartiers où, en fonction de données, là aussi manier, je ne vous parle pas d'une matrice avec 200 lignes et 200 colonnes, mais un truc un peu plus rustique pour aller trouver là où on avait le taux de surmortalité le plus élevé, là où on avait la densité médicale la plus faible, là où on avait eu la plus forte baisse d'accès, enfin le plus fort taux de renoncement aux soins, et des critères sur l'indice de développement humain. Et on faisait tourner ça pour se dire, il faut qu'on aille là pour vérifier que ce ne soit pas là que l'épidémie reprenne et qu'elle reprenne et que les gens ne se fassent pas dépister. Ça donne en gros une phase une courbe de progression de notre rapport aux données que je découpe très rapidement en trois phases au cours desquelles nous avons dû réinventer nos méthodes de collecte et d'analyse. Janvier à avril, c'est cette première phase. Fin janvier, je disais, nos premiers patients, on les a le 24 janvier. Et on a les premières arrivées de Wuhan avec dispositif d'accueil à l'aéroport de Roissy le dimanche 26 janvier au matin. Donc, c'est là que ça commence à se structurer. Au début de la crise, notre suivi des données, il est essentiellement hospitalière. C'est des données avec CIVIC, c'est le système d'information qu'on déclenche en cas de crise hospitalière. Et donc, les hôpitaux renseignent cet outil. C'est un outil extrêmement puissant, mais qu'on ne peut pas activer très régulièrement parce que les établissements et les professionnels de santé, pour remplir Civic, c'est vraiment une contrainte de plus, donc il faut que ça en vaille la peine. Et donc, on avait cette approche hospitalière d'un côté, c'était avec Civic le seul outil nous permettant une connaissance en temps réel et exhaustive de la situation hospitalière, et de l'autre, une approche épidémiologique apportée par Santé publique France, qui a construit son système de remontée de données, notamment à partir des outils Sentinelle. Vous savez, c'est les outils de suivi de la grippe. Premier point, nos données, c'était celle-ci. On en avait besoin. Pourquoi? On en avait besoin pour piloter ce qui était le cœur du job de l'agence, et notamment la préparation du système de santé, notamment des hôpitaux, avec ce mécanisme qui maintenant est connu du monde entier, qui est que pour libérer des lits de réa, pour armer des lits de réa, il faut qu'on déprogramme du reste de l'activité, déprogrammer de l'activité pour libérer notamment des personnels. Et c'était aussi, mais je crois que Stéphanie Combe l'a évoqué, le suivi de la situation dans les EHPAD. Et donc, on a là-dessus déployé très largement des enquêtes ad hoc qui partaient d'ici avec quelle est la situation, faites-nous remonter vos besoins. On parle de trucs là aussi extrêmement rustiques, mais dont nous ne disposions pas en routine. Par exemple, on avait, et puis quelquefois, c'est l'exemple que je veux donner, on disposait d'outils, mais d'outils dont les biais étaient tels, je pense notamment à Civic ou au répertoire, au ROR, le répertoire des lits, qu'on a été obligé de faire aussi à la main. À l'agence, on a eu pendant tout le pic de la première vague une soixantaine de personnes qui appelaient tous les services et tous les hôpitaux 4 fois par jour pour vérifier que nos données étaient les bonnes sur le nombre de lits disponibles. Et ça n'était pas un luxe parce que dans la semaine du 31 mars, nous sommes passés à l'unité près proche de la chute. Du coup, ça a été toute une période où on a déployé un peu en temps réel des outils, un peu à l'arrache, pour dire les choses avec le terme scientifique, avec l'idée de basculer le plus possible en routine
dans l'alimentation de l'autorité que nous sommes pour prendre les décisions. Et on s'est mis à recueillir en routine des tas de données que nous n'avions pas précédemment. Le défi suivant, celui qui commence beaucoup avec le déconfinement, c'est celui, et je vais très vite, non seulement parce que je suis trop long, mais par ailleurs parce que ça fait beaucoup écho à ce que vous a dit Stéphanie Combe précédemment. Le deuxième élément, c'est évidemment celui qui se lance avec le déconfinement, avec la nécessité de déployer des outils de tracing à une échelle qu'on n'avait pas du tout imaginée. Je vous donne juste un exemple quand même. Hein, à la veille du 11 mai, dans les jours précédents le déconfinement, les modèles de Pasteur nous annonçaient 2000 nouveaux cas de Covid dépistés par jour en Ile-de-France. Et donc, on avait calibré tout notre dispositif avec l'assurance maladie sur ces 2000 cas. Et on en a eu pendant des semaines et des semaines, entre 200 et 500. Donc, on s'était planté sur la mobilisation initiale, mais ce dispositif a été mis en œuvre avec la mise en place notamment de SIDEP, qui est l'outil de recueil de toutes les RT-PCR qui ont été faites. Aujourd'hui, le Covid est la seule épidémie pour laquelle les cas de contamination sont suivis de façon exhaustive et individuelle en temps réel. Ça ne s'est jamais produit. Et SIDEP, vous l'avez en tête, hein, il y a 2 semaines, avait recueilli en France entière 2,4 millions de situations qui comportent donc plusieurs lignes à chaque fois pour qualifier le patient, les conditions de prélèvement, etc. Nous avons aussi essayé de manier la donnée épidémiologique à sans doute beaucoup plus grande échelle. Je le disais sur la stratégie régionale de test, je le disais mais c'est un défi qui est encore devant nous, en essayant de trouver des indicateurs précoces. Ça a été beaucoup dit, mais pour l'instant, on n'y est pas parvenu. Par exemple, il y a pas mal d'articles autour de la présence du virus dans les eaux usées. On sait tous, il y a un programme Aubépine suivi par la DGS. Aujourd'hui, ce programme, il est assez convaincant rétrospectivement, ce qui est très intéressant. Mais pour l'instant, on n'a pas réussi, enfin, ils n'ont pas réussi collectivement à en faire un outil prospectif qui nous permettrait de dire, tiens, les eaux usées de tel endroit montrent une présence plus forte, donc on va aller chercher s'il n'y a pas un cluster. Aujourd'hui, il n'y a pas une situation dans laquelle on n'avait pas repéré par nos outils autres, notamment les tests, le fait qu'il y avait une surincidence à cet endroit-là. Il y a aussi toutes les données aujourd'hui qui sont un tas d'or sur lequel on est assis et qu'on va devoir utiliser, des données de télésuivi médical des personnes contaminées. L'ARS Île-de-France, depuis le début de la crise, a envoyé, par exemple, pour donner cet ordre de grandeur, 500 000 textos à des personnes qui ont été sujets contact ou sujets, voilà, pour leur proposer un accompagnement. Et donc, chaque fois, on récolte des éléments sur ces personnes, sur leur situation. Donc, on a beaucoup de choses aussi là-dessus. L'ordre de grandeur aussi, je le donne parce qu'on entend beaucoup de choses là-dessus. Hein. L'assurance maladie, c'est 5 millions de coups de fil qui ont été passés depuis le 11 mai à des personnes. C'est quand on évoque le tracing de masse dans d'autres pays, on était aussi un dispositif de tracing de masse qui, un peu comme tout dispositif de réduction des risques, n'est pas un dispositif efficace à 100%, mais qui… voilà. Je voudrais juste finir en disant que depuis l'été, notre dispositif est dans le rétexte de la première phase de la crise, on a essayé de basculer sur des outils prédictifs, ce que moi j'appelle faire le saut prédictif, pour essayer de se préparer à cette deuxième vague sur laquelle nous n'avions pas beaucoup de doutes sur la réalisation du risque. Les outils prédictifs, c'est pour l'essentiel un travail qu'on a conduit avec Capgemini notamment qui s'appelle STEP, qui permet d'anticiper à 7 jours ou 14 jours les besoins en lit de soins critiques et d'hospitalisation conventionnelle, qui n'est pas une modélisation au sens de Pasteur, qui est un outil prédictif à partir d'un renseignement systématique et permanent des durées de séjour, avec une approche rétrospective qui permet, pour l'instant, STEP nous a plutôt orienté sur les bonnes trajectoires. Et ça, c'est un outil qui a été, il y a quelques mois, dont on ne disposait absolument pas. On est aussi dans des travaux qui font l'objet de publications scientifiques. On était à la recherche de cette fameuse fonction qui permettrait de faire le lien
entre le nombre de cas et les passages en réa. Et à force de tourner dans tous les sens, on s'est aperçu qu'il y avait une élasticité de 1 pour le taux de positivité des plus de 70 ans et les passages en réa 15 jours après. Ce qui est un outil aussi, là aussi, extrêmement utile. Et puis, on a fait évidemment des analyses quantitatives sur tous les retours des dossiers patients des SAMU de la région. Et je l'évoquais aussi, des téléphones d'Orange, avec cette idée d'avoir une approche un peu plus proactive en clustering, donc en recherche de clusters. Pour l'instant, comment dirais-je, on n'est pas au niveau de ce que moi je vise comme objectif, mais ce qui est sûr, c'est que le défi de la donnée, pour moi, sera le défi de cette crise dans la longue durée. Voilà. Et j'ajoute un point qui est essentiel, et je m'arrête là, c'est qu'on a essayé aussi beaucoup. La donnée en question n'est pas que de la donnée hospitalière, n'est pas que de la donnée de parcours de santé, elle doit être aussi de la donnée de sciences sociales. C'est pourquoi, dès mars, par exemple, on avait demandé à l'Observatoire régional de santé une étude sur les éléments de surmortalité en Seine-Saint-Denis, qui ne peuvent pas se fonder évidemment que sur des données de santé, tellement les déterminants sont beaucoup plus larges que cela. Voilà, donc, et tout ça, évidemment, quand je dis ça, je dis quelquefois un on ou un jeu qui embarque SPF, l'Observatoire régional de santé, l'adresse, les éléments de l'assurance maladie, la PHP ou l'école des hautes études de santé publique. Tout ça, c'est la même mobilisation. Donc, pour moi, aujourd'hui, on a franchi un cap qu'on n'aurait jamais franchi aussi rapidement. C'est une culture du pilotage par la donnée qui est beaucoup plus installée. Et surtout aujourd'hui, pour moi, il y a deux défis. Il y a le défi de la routine, de l'utilisation en routine pour faire face à des situations de pilotage du système de santé plus normales, si je puis m'exprimer ainsi, en ayant hâte de revenir à la normale. Et puis, il y a évidemment un défi démocratique. Le défi démocratique, on le connaît, si je puis dire, dans la question de la protection des données, qui est une question extrêmement lourde. On a eu plusieurs contrôles de la CNIL pendant la crise, et c'était justifié parce que, Stéphanie l'évoquait tout à l'heure, il y a des données qu'on a récoltées, mais vous savez très bien que la récolte de la donnée, elle doit être conforme à la visée initiale pour laquelle on l'a récoltée, sauf impératif majeur. Donc, et je pense que le défi de la donnée, c'est ce défi démocratique. Pour moi, quand je dis défi démocratique, c'est celui de notre maturité collective en tant que société à aussi comme élément d'incertitude. Voilà, pardon, ce que je voulais dire. Je suis allé sans doute trop vite et c'était un peu cryptique sans doute, mais j'espère que ça faisait écho à certains des débats que vous avez eus dans vos heures de travail.